expliquer ce que c'est le mélange de la psychologie et le métier du cinéma, avec un néologisme qu'on appelle donc psynariste. Et donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me représenter ce que c'était un psynariste, et il m'a fait ça, c'est-à-dire une caméra avec un cerveau, vous voyez, où on peut imaginer que c'est quelque chose d'assez abstrait. Donc voilà, donc mon métier de base, d'où je viens, c'est voilà, ça c'était au Festival de Cannes il y a quelques années pour venir faire des workshops techniques. Et puis voilà, depuis les années fin des années 90, dans un centre notamment qui s'appelait le CIFAP, sur la prise de vue, sur le cinéma numérique, sur l'écriture, le tournage et le montage. J'ai deux métiers. J'ai un métier dans la fabrication du cinéma, plutôt du cinéma documentaire. Et puis, vous allez voir comment, je suis devenu, dans les années 2000, je suis devenu psychothérapeute. J'ai repris le chemin de l'école et je suis devenu psychothérapeute. Et je n'ai jamais fait le lien consciemment entre les deux. C'est-à-dire que pour moi, c'était deux endroits totalement séparés et distingués. Et puis, il se trouve qu'au fil de ma carrière, il y a eu des rendez-vous, des moments un peu qui m'ont perturbé. Alors le premier rendez-vous, en fait, c'était sur un tournage sur les pas du film de Kurosawa, Dersu Uzala. Donc j'étais allé faire un documentaire au fin fond de la Sibérie, à la recherche de l'esprit du tigre. Et au bout d'une semaine, le réalisateur me regarde et me dit « J'ai engagé un cadreur et un monteur, j'ai pas engagé un psychologue ». Alors j'ai pas compris en fait ce qu'il voulait dire à ce moment-là, et on était en train de parler de cohérence, c'est-à-dire de cohérence entre le sujet, l'esprit du tigre, et puis ce qui se passait sur le tournage. Une autre chose qui m'a marqué, c'est que j'ai fait beaucoup d'images dans le monde de la musique, avec Francis Cabrel, avec Petrucciani, avec Lionel Hampton, voilà, beaucoup de musique, et en fait je m'apercevais qu'en fait on filmait des moments où le temps était suspendu, notamment avec Petrucciani ou Lionel Hampton, et dans les écouteurs, il y avait un contraste avec une guerre atomique où il y avait des insultes, où il y avait de la maltraitance, où on disait « connard, tu vas le faire ce zoom », et donc il y avait une ambiance un peu de match de foot, et je me demandais comment il pouvait y avoir de la cohérence ou de l'incohérence, ou en psychologie on parle de congruence, entre ce que je vivais dans le casque, relationnellement avec le réalisateur et avec l'équipe, et avec ce moment suspendu où Lionel Hampton était en train de jouer sur scène et il y avait des moments de grâce, de réunion, et puis une dissonance entre les deux. Et une autre chose qui s'est passée aussi, pendant près de 15 ans, j'ai formé des grands groupes de presse au métier de l'image. Et en général, c'était des journalistes, des photographes, des rédacteurs, qui venaient et qui basculaient dans le monde du numérique et qui passaient du print au web et à l'image, et on leur demandait de raconter des histoires, de faire du storytelling. Et moi je me suis occupé du groupe Edipresse, qui est un grand groupe là-bas, et du groupe R100, donc c'était plusieurs centaines de personnes à former pendant de longs mois, et je me suis aperçu notamment qu'il se passait quelque chose dans l'outil audiovisuel, et il s'est passé deux choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est que j'explique le sens du cinéma ou le sens de l'image, et je dis et maintenant on va arrêter de parler et vous allez prendre la caméra et vous allez faire des images. Et j'ai vu un très grand photographe se mettre à trembler. Il a pris la caméra en tremblant. Je me suis retourné, j'ai expliqué quelque chose à la salle, et quand je me suis retourné vers lui, la caméra était posée et il s'était enfui. Et je me suis demandé en fait qu'est-ce qui se passait avec la caméra en main. Et une autre chose m'a marqué, c'est qu'une des journalistes qui avait l'habitude d'écrire des histoires, de raconter des histoires par écrit, quand elle a fait son film, à la fin du stage, à la fin de la formation, et quand on a tous regardé son film à l'écran, elle s'est mis les mains comme ça sur le visage et elle a dit « Oh mon Dieu, c'est horrible, on voit tout de moi ». Alors qu'elle ne se filmait pas, elle était derrière la caméra. Donc c'est une suite d'anecdotes. Un autre questionnement, c'est pendant le festival du long métrage à La Ciotat, ça fait plusieurs années que je travaille avec ce festival, et ce qui m'a choqué ou ce qui m'a interrogé, c'est de voir la cohérence entre ce qui se passait sur un écran dit de fiction et ce que le réalisateur ou l'auteur me faisait vivre. Donc plein d'anecdotes comme ça, avec des résonances entre l'auteur, le réalisateur et puis l'œuvre.
Et puis la dernière chose qui s'est passée, c'est j'ai formé en Suisse, donc je travaillais beaucoup en Suisse sur l'image, et donc le portail catholique suisse m'a demandé de former leurs équipes pendant plusieurs mois, et au bout du premier stage, il y a un stagiaire qui était un des responsables de l'équipe de l'image, qui à la fin du stage, en ayant vécu le stage avec moi, a dit ben, en fait je m'aperçois avec l'image et avec ce qu'on a fait cette semaine que je dois démissionner pour aller exprimer en fait tout ce que j'ai exprimé avec ma caméra et pour aller plus loin que le seul endroit de catholique de cap.ch qui était l'endroit où il travaillait. Donc en fait il avait une aspiration à aller plus loin. Donc je me suis dit il se passe quelque chose entre l'histoire de ces gens, leur psychologie et puis l'outil cinématographique. Donc cette prise de conscience, elle m'a amené à imaginer en fait qu'on pouvait relier les deux et que sous prétexte de films, alors de news, de documentaires ou de fiction, en fait, il y avait quelque chose à faire autour de la maïeutique de l'auteur et de son scénario. Et la maïeutique, en fait, c'est l'art de faire accoucher et d'accompagner la naissance de l'enfant. En l'occurrence, là, il ne s'agit pas d'un enfant biologique, il s'agit d'un enfant symbolique. Et d'accoucher un enfant symbolique de l'écriture jusqu'à la diffusion. Et du coup, en fait, je me suis mis à développer un métier qui peut s'appeler psynariste, on peut l'appeler psynéaste, on peut aller chercher d'autres appellations. Et du coup, je me suis mis aussi à développer mon imaginaire, à fabriquer de la bande dessinée, à fabriquer des livres, et à imaginer en fait que le film est non seulement une œuvre artistique, mais c'est aussi un outil de naissance à soi et aux autres. Et c'est ce qu'on va voir dans la présentation que je vais vous faire. Alors, déjà, dans l'histoire du cinéma et de la psychologie, j'ai essayé de regarder un petit peu quelles sont les grandes rencontres et qu'est-ce qui se joue en fait entre la psychologie et le cinéma. Quelquefois, le cinéma, c'est des gens qui investissent de l'argent et qui investissent des idées, leur cœur. Les acteurs investissent leur corps, en tout cas. Le cœur, des fois, vient après. Moi, j'investis mon cœur aussi. On a rarement vu beaucoup de techniciens investir dans la production. Excuse-moi. On a rarement vu beaucoup de techniciens inventer du matériel. C'est pas un ingénieur du son qui a inventé le Nagra. C'est pas toi qui as inventé la Reflex. Oui, eh ben je regrette effectivement qu'un caméraman ou qu'un opérateur n'ait pas à un moment inventé comme un chanteur invente une chanson. Et qu'il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a vraiment une césure en fait entre la partie mécanique et la partie artistique, voire plus. Et donc, faire du cinéma, c'est peindre avec des humains et avec une caméra. Et moi-même, je me suis posé la question, quand je suis passé de réalisateur de docu-fiction à psychothérapeute, je me suis demandé quels étaient les points communs. Et j'ai pu sentir que parfois, quand je suis assis avec quelqu'un et qu'on est dans son monde intérieur, eh bien en fait, je pourrais avoir une caméra à côté qui serait témoin de ce qui se passe dans cet espace-là, où le temps est un peu à part et suspendu, et qu'en fait, le métier se ressemblait beaucoup. C'est-à-dire offrir une disponibilité, un espace de projection, pour que quelque chose, en fait, s'exprime. Donc, on l'a dit, un enfant symbolique, et puis, il y a ces deux versions-là, avec cette image de Godard qui insulte un technicien en disant « un technicien, ça ne crée pas ». Donc, il y aurait d'un côté la mécanique, de l'autre, il y aurait l'artistique, et puis au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Et puis, est-ce qu'il y a autre chose ensuite? Donc, on pourrait dire, par exemple, comme il y a une dualité entre Bohr et Einstein, entre la physique classique et puis la physique quantique, et bien, en fait, il pourrait y avoir une opposition entre la psychologie et puis le cinéma, ou entre la mécanique et l'artistique, et que ce qui réunit les deux, en fait, c'est une discontinuité, un merveilleux malheur qu'on va filmer ou qu'on va interroger psychologiquement et on va le transformer. Donc en psychologie, alors moi je ne suis pas du tout psychanalyste, je suis gestalt thérapeute, qui est un courant de la psychologie humaniste, et on parle souvent en fait de l'aspect relationnel et d'imaginer que la relation c'est un espace pour faire du nous fertile. Donc la question c'est, est-ce que le cinéma c'est un endroit pour faire du nous fertile? Alors entre le public et un film, qu'est-ce qui se passe
quand des gens se réunissent dans une grotte sombre, font du nous, et se mettent en fait à faire du nous aussi avec une œuvre artistique et avec une sensibilité artistique. Il y a du nous fertile entre l'auteur et l'histoire de son film. Il y a du nous entre l'auteur et l'équipe. Rappelez-vous, je suis en train de filmer Lionel Hampton et puis en même temps, je reçois des montagnes d'insultes dans les écouteurs. Est-ce qu'il y a une cohérence? Alors on dit souvent, moi j'ai des étudiants, j'interviens beaucoup au CIFAP, à la FEMIS, dans des BTS, aux ateliers d'image du son. Moi-même, j'ai été formé à l'ESRA, à Nice. Et on entend souvent les étudiants qui reviennent me voir après la formation, qui me disent « Est-ce que c'est normal qu'il y ait une ambiance de maltraitance sur les tournages de cinéma français? Est-ce que ça, c'est évident ?» Alors en fait, il n'y a pas que sur les tournages de fiction. Il y a dans le sport, il y a dans le documentaire, il y a dans le news, il y a dans le sport, il y en a un peu partout. Ben, ça se questionne. Il y a aussi la question du nous entre un auteur et ses comédiens, c'est-à-dire le verbe ou le scénario fait chair. Comment un auteur va traverser le casting, comment l'idée ou la sensibilité va s'incarner. Et puis entre ce qui va se passer, le nous fertile entre des comédiens et puis le personnage. Et notamment, en fait, j'avais été interloqué ici par deux films qui se rejoignent. C'est The Man on the Moon, avec Jim Carrey, de Milos Forman, et le documentaire qui suit, qui est Jim and Andy, où on voit Jim Carrey qui explique ce qui s'est passé, et le mystère qui s'est passé durant le tournage, où en fait, il s'est complètement désincarné de Jim Carrey, et il est devenu Andy Kaufman, qui était en fait son personnage. Donc du coup, ce que je vous propose, en fait, c'est de vous raconter une histoire, qui est une histoire en fait, de rencontre entre la partie psychologique, la partie mécanique et la partie artistique d'un film, entre un scénariste et un auteur, ou un scénariste et une équipe de cinéma. Et en gros, on pourrait appeler ça, je ne suis pas un psychiatre, mais un psychar, et puis un artiste. De la même manière que dans le cinéma, et moi je viens plutôt d'un monde mécaniste, il y a une vision mécanique. Hein, si je demande à Olivier Dahan, qui a tourné Simone, si lui, il a besoin de plonger les mains dans le moteur, il va me dire, moi je n'ai pas besoin de plonger les mains dans le moteur, mais mon chef-op a besoin de plonger les mains dans le moteur. Donc il y a une partie mécanique, il y a une partie humaniste, sensorielle, émotionnelle, une expression intime, et puis il y a une vision aussi transcendantale, c'est comment on va traverser tout ça pour aller dans quelque chose de mystérieux et de plus vaste. Et de la même manière, en psychologie, on a exactement les mêmes courants, c'est-à-dire que nous avons en psychologie la thérapie analytique personnelle qui va définir quelque chose autour du moi, hein, c'est plutôt le courant de Freud, le courant freudien. Il y a la thérapie humaniste relationnelle, c'est plutôt comment on va faire du nous, mais à partir non pas de mon histoire et du moi, mais à partir de comment je prends ma place dans ma relation dans le monde. Et puis, il y a la thérapie transpersonnelle. Vous connaissez probablement Maslow, qui a créé la pyramide des besoins, qu'on voit souvent un peu partout dans le développement personnel. Maslow, avec Grof, a créé un courant de psychologie qui s'appelle la psychologie transpersonnelle, et qui est tout ce qui dépasse l'ego, et tout ce qui dépasse le moi, et qui va vers du plus vaste. Donc, si on repart un peu sur la base de la rencontre de l'histoire et de la psychologie, ben en fait, on pourrait imaginer que tout commence à Sumer il y a moins 3000 ans, avec notamment les premiers dictionnaires et les premières histoires, notamment Gilgamesh. Et puis, ça va se structurer notamment avec Aristote, avec un livre qui est vraiment le livre de référence dans les écoles de cinéma, les écoles d'écriture. C'est la poétique d'Aristote, où on va dire qu'en fait, quelle est la différence entre l'historien et le poète, et aujourd'hui on pourrait dire le cinéaste. L'historien est celui qui parle de ce qui est, et l'artiste ou le poète est celui qui parle de ce qui pourrait être, et qui va au-delà. Et puis on a ensuite, pour rejoindre la psychologie, j'ai mis le livre de Serge Tisserand, qui est psychanalyste, et qui explore l'œuvre artistique de Tintin et d'Hergé
à travers la relation intime qu'il y a entre la psychologie d'Hergé, son histoire, un secret familial, et le personnage de Tintin et tous les personnages autour de Tintin qui vont se déplier, qui vont se déployer au fil de l'œuvre d'Hergé, en non seulement déployant l'histoire d'Hergé, mais en allant au-delà et en le transformant, c'est-à-dire en faisant une psychanalyse à travers son œuvre artistique. Je vous ai mis aussi 8,5 de Fellini, parce que c'est un combat entre un auteur qui cherche l'inspiration et puis de la transcendance, et puis la relation avec le groupe, la relation avec l'équipe, la relation avec les acteurs, les comédiens, et sa vie personnelle, sa vie amoureuse, sa vie sexuelle, et que tout ça, en fait, nous ramène en fait à la condition humaine, la relation, et puis la transcendance, notamment avec ce vol dans les nuages qui cherche à s'évader ou à s'échapper ou à aller vers du plus haut. J'ai mis aussi Stalker, qui définit parfaitement en fait le travail que moi je propose aux auteurs, c'est-à-dire aller dans une zone en dehors du quotidien qui permet d'avoir accès à des ressources sensorielles, émotionnelles, relationnelles, spirituelles, qui vont au-delà de la vision mécaniste et cérébrale que certains auteurs ont parfois. Alors quand je parle de ça en général, et quand je parle de la partie du déploiement en dehors du quotidien et en dehors de la raison ou en dehors de la partie mécaniste, souvent j'ai des scénaristes qui me disent « Pourquoi on a besoin de ça ? Pourquoi on a besoin d'aller au-delà en fait, de la logique, de la raison et de la mécanique ?» En fait, si on ne reste que dans la mécanique, en règle générale, les scénarios peuvent se ressembler et appliquer une espèce de méthode, recette, qui fait que beaucoup de films se ressemblent et beaucoup de films se recyclent. Donc j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me faire une image où le cinéma aurait l'ombre du cerveau, l'ombre de la psychologie, vous voyez, qui planerait au-dessus. Donc voilà ce qu'il m'a fait. Donc il m'a fait le Dolby Theater aux États-Unis avec ce cerveau qui plane. Et notre histoire, celle que je vous propose, en fait, c'est justement un chemin du photon à la poésie, en passant par le technicien, l'artisan, l'artiste, et puis le poète. Et puis j'ai rajouté un film aussi qui fait partie de mon histoire, c'est Mon oncle d'Amérique. Donc je suis dans ma 55e année, et quand j'étais petit, j'avais une vingtaine d'années, moins d'une vingtaine d'années, j'ai vu Mon oncle d'Amérique. Et ce film a planté une graine en moi. Je n'ai absolument rien compris à ce film quand j'avais 20 ans. Et puis quand j'ai dépassé la cinquantaine et que je l'ai revu, je me suis dit, mais en fait, ça parle exactement de l'endroit que moi je veux labourer. C'est-à-dire comment le cinéma va mêler, notamment Henri Laborie et Alain Resnais dans ce film, et comment on va mêler la psychologie avec le cinéma, et comment on va permettre de déployer l'expression artistique à travers l'outil cinématographique. Voilà. Pour continuer mon histoire, je vais vous proposer en fait 4 personnages, qui sont les personnages, en tout cas dans ma vision du scénariste, qui sont les personnages principaux de l'intrigue. Alors le premier personnage, c'est Freud. Pourquoi Freud? Parce qu'il va asseoir toute la partie passée et la partie psychanalytique, c'est-à-dire tout ce qui fait partie de ce que je ne peux pas changer, tout ce qui est figé dans une pellicule photographique figée, et qui va représenter quelque chose qui est de l'ordre de la prison. C'est-à-dire mon passé est une prison, et comment je m'échappe de mes névroses, au pire de mes psychoses, mais on va dire, c'est la partie figée, passée, et probablement aussi futur anticipé. C'est-à-dire, si le scénariste pense à la fin de son film, probablement, il peut penser en termes d'un futur ou d'un acte 3 en miroir opposé avec l'acte 1 et avec l'histoire originale. Ça, c'est notre base. Alors moi, je ne suis pas psychanalyste, mais la psychanalyse, ça fait partie de mes études. Par contre, les 2 personnes qui vont suivre là ont été psychanalystes. Alors, deux personnages
qui vont fonder des courants de thérapie. Vous avez à droite ici Fritz Perls, qui dans les années 60 va fonder la Gestalt thérapie, mais à la base, Fritz Perls est psychanalyste. Et puis il va s'éloigner de plus en plus de la psychanalyse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie d'être un acteur des symptômes et des causes, il a envie d'être un acteur de la solution. Et donc il va s'éloigner de la psychanalyse et il va chercher à développer une approche, une thérapie qui est plutôt une thérapie de l'ici et maintenant et du mouvement et de la transformation. Voilà, donc Freud, Fritz Perls qui va inventer dans les années 60 donc la Gestalt thérapie, et en allemand le mot Gestalt, ça veut dire forme. Donc ça tombe bien, parce que pour nous qui sommes passionnés de cinéma, qu'est-ce qu'une œuvre cinématographique? C'est une forme, c'est une Gestalt qui s'exprime sur un écran. Et la question, elle est, qu'est-ce que j'exprime? Est-ce que j'exprime en fait un passé figé, ou est-ce que j'exprime un mouvement 24 images par seconde qui est tourné vers la transformation, ou est-ce que j'exprime autre chose? Alors, la personne qui est juste à côté de lui, qui était son ami, c'est Stanislav Grof. Alors, Freud est mort, Perls est mort, et Grof est encore vivant. Il a 90 ans, et il écrit encore des livres, et il est encore actif, en fait, en psychologie. Et Grof, qu'est-ce qu'il est? Il est d'abord psychanalyste, et puis il va être appelé aux États-Unis dans un hôpital pour travailler avec les psychotiques à l'aide de ce qui vient juste d'être inventé, c'est-à-dire le LSD en Suisse. Et il va utiliser le LSD pour regarder ce qui se passe quand on donne du LSD à des psychotiques. Et qu'est-ce qui se passe quand on donne du LSD à des psychotiques? Eh bien, en fait, il traverse un épisode psychotique très imagé. Ils vont traverser un film, un délire, et il va se rendre compte qu'à la fin de cet épisode sous LSD, l'état des psychotiques s'améliore. Donc en fait, il se rend compte qu'il se passe quelque chose quand on traverse, de la même manière que l'humain tous les soirs s'endort et puis traverse un rêve, avec une très grande liberté, où il y a peu de règles. Mais en fait, il y a une transformation, il y a une digestion. Voilà. Et donc, il va inventer avec Maslow la psychologie transpersonnelle. Et il va s'appuyer notamment sur les travaux de Jung et sur l'inconscient collectif et sur cette ouverture en fait à plus grand que le petit ego intérieur. Donc voilà nos trois personnages sur la partie psychologie. Et un quatrième personnage que je pose, qui va être important aussi pour le cinéma, c'est Joseph Campbell, donc, qui est prof à l'université aux États-Unis, qui va avoir comme étudiant George Lucas. Et George Lucas va s'inspirer justement de ce qu'il a appris chez Joseph Campbell pour structurer notamment Star Wars, et puis la manière dont les personnages vont évoluer et comment ils vont travailler l'arc dramatique et l'arc narratif. Et Campbell va écrire plein de bouquins, dont un bouquin qui est une des références aujourd'hui des scénaristes américains, qui s'appelle Le héros aux 1000 visages. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce livre, Le héros aux 1000 visages? Donc c'est un livre qui est mondialement connu, et aujourd'hui, donc Le héros aux 1000 visages, c'est un des bouquins les plus vendus chez les scénaristes. La problématique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme une recette, et qui vont exactement faire petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, et qui vont fabriquer de la fiction, des séries, sur ce protocole-là. Et vous avez notamment les studios Pixar qui utilisent énormément en fait, le protocole de Joseph Campbell, qui s'appelle Le voyage du héros, et dont on reparlera. Et Campbell dit tous les films se basent sur une même structure, de la même manière que les mythes. Et il va inventer le concept de monomythe, c'est-à-dire qu'en fait, tous les films racontent une espèce de colonne vertébrale qui a des points communs dans la structure, et il appelle ça le voyage du héros, avec voilà, des étapes qui, au final, font que le héros retourne dans son village, mais transformé avec un trésor, et le trésor, ça peut être sa transformation. Voilà. Donc l'idée de ces quatre personnages, c'est qu'ils vont, en fait, moi, m'aider à accompagner les auteurs dans leur expérience de création. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, en fait, sur la partie mythologique ou historique ou psychologique, c'est qu'on se rend compte, en fait, que si on regarde quel est le point commun de ces gens-là, on s'aperçoit que, en fait, les histoires, selon leur point de vue, offrent quatre espaces-temps qu'on peut séparer entre deux grands mouvements
de l'humain, quels sont ses grands mouvements, le besoin de reliance. Par exemple, aujourd'hui, vous faites du nous, ce groupe-là, vous faites partie de nous, et moi je vous rejoins, et peut-être je me dis, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un public, et puis de les rejoindre, et puis peut-être d'être aimé, et peut-être de réparer mon ego, peut-être je suis quelqu'un qui voit personne, qui suis isolé dans la campagne à Uzès, et là je viens nourrir, vous réparer, vous voyez, mon histoire personnelle, un besoin de reliance, ou alors je suis quelqu'un qui a été terrorisé en fait par le contact et par la relation, et en fait ça va me faire très peur, et en fait je vais dire à Antoine, excuse-moi Antoine, il y a une fuite chez moi, où une météorite est tombée sur ma maison, et en fait je vais fuir, et je vais partir, je ne vais pas vous faire la présentation. Une autre proposition, et c'est la proposition du héros justement, c'est de dire, entre ces deux mouvements-là, entre la déliance et la reliance, qui sont deux termes qui ont été inventés par Edgar Morin. Dans un de ses livres, Edgar Morin dit que l'humain est traversé par deux grands courants, la déliance et la reliance. En Gestalt-thérapie, on rajoute quelque chose qui est la particularité du héros et qui fait que l'histoire est intéressante parce qu'elle va se transformer. C'est ce qu'on va appeler l'ajustement créateur. Et donc l'ajustement, c'est une possibilité, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ces 4 espaces-temps, c'est quoi? Le passé, figé dans une photographie, dans un diagnostic, dans des symptômes au niveau personnel. Donc ça, c'est le niveau de Freud plutôt. Le futur projeté, alors c'est un peu le même niveau, c'est-à-dire qu'en miroir, on va se baser sur l'expérience du passé, et en réaction, on va aller complètement dans le même sens ou dans le sens opposé, et on va générer de l'espoir ou du désespoir. Dès qu'on est dans le futur, dès qu'on est dans l'espoir et le désespoir, en fait, nous sommes dans la fiction. C'est-à-dire que nous fabriquons un monde imaginaire et nous nous projetons dedans. De la même manière que la nation est une fiction, ou qu'une entreprise est une fiction, c'est un rêve, ou que, je ne sais pas, Psynariste, c'est une fiction. Moi, je l'incarne, mais c'est une fiction. Il y a une autre possibilité en dehors de ce passé figé, de ce futur pire ou meilleur. Il y a le présent qui est porteur d'un potentiel et porteur de transformation. C'est ce qu'on appelle la gestalt et l'ajustement. Et quel est l'intérêt du cinéma? C'est que le cinéma, justement, n'est pas la photographie. On met en route l'image figée du passé et 24 images par seconde. Chaque image est une opportunité, en fait, pour la transformation et pour l'ajustement. Et puis il y a le niveau, alors ça c'est le niveau de la Gestalt, ça c'est le niveau de la psychanalyse, et on a un autre niveau qui est le niveau en fait au-delà de cet espace, de ces personnes-là, et au-delà de ce temps-là. On va dans l'universel, et c'est la partie en fait transpersonnelle, ce qui dépasse juste le personnel d'un héros ou d'un petit personnage. Voilà. Donc ça fait résonance aussi bien sûr au mythe de la caverne, avec une fiction ici qui est figée et qui ne correspond pas à la réalité, et tout le travail qui est la traversée de la caverne pour aller voir à l'extérieur et se confronter à la réalité. Donc ces 4 personnages-là en fait résonnent, et Joseph Campbell va créer en fait un espèce de canevas universel pour tous les scénarios de fiction, qu'il appelle le voyage du héros, avec voilà, le début en fait de l'aventure qui est ici, avec un appel à l'aventure. Est-ce qu'il va aller à l'aventure ou pas? Ici, il y a des gardiens du seuil, soit qui vont lui dire « reste chez toi dans ton passé confortable » ou alors « pars à l'aventure, à la transformation ». Il y a ici des défis, des tentations, une mort et une renaissance, une transformation, une réparation, et un retour au village ou dans le pays. Heureux qui comme Ulysse, ça fait un beau voyage. Voilà. Donc, alors, je vous ai mis ici le voyage du héros d'origine de Joseph Campbell, et ici vous avez, par exemple, un des canevas de la société Pixar, sur les derniers films Pixar, où ils reprennent exactement, en fait, acte 1, acte 2, acte 3, et vous avez le monde ordinaire, l'appel de l'aventure, et vous avez ici ce qui se passe dans le film. Donc ça, ce sont des canevas. Le problème des canevas, c'est qu'en fait, si on applique simplement le canevas et qu'on ne va pas au-delà, ou qu'on ne laisse pas le vivant se mélanger à ça, ça fait des choses assez répétitives, et ça fait des choses assez
assez linéaire et assez répétitif surtout. Alors je vous parle un petit peu justement en fait de mon parcours personnel. Donc moi j'ai fait l'ESRA en 91, l'ESRA à Nice, et puis après moi je suis devenu donc cadreur, monteur et réalisateur, et j'ai fait surtout du docu-fiction, voilà, alors surtout à l'étranger, et puis voilà, le dernier en date c'est un film sur la Slovénie, un docu-fiction sur la fin de l'hiver et l'appel du printemps et l'appel de l'été. Donc ce sont des gens ordinaires qui se transforment et deviennent des monstres. En Slovénie, on appelle ça des currents. Donc ils se mettent des peaux dessus, ils mettent des masques, des grosses cloches, et ils vont appeler le printemps en faisant peur à l'hiver. Et donc ici, donc, il y avait une partie fictionnée et une partie réaliste. Et donc, dans cet espace-là, comment on construit en fait un imaginaire à partir du réel? En fait, je me suis aperçu que les gens que je filmais, la nuit, une fois qu'ils étaient déguisés, une fois qu'ils avaient ces peaux de bête et que le feu crépitait, en fait, ils rentraient en transe. Et que ce que moi je filmais, j'étais témoin, un peu comme si j'étais ethnologue, j'allais filmer une transformation de ces gens-là qui se réunissaient et qui se transformaient. Et donc, à l'époque, j'étais pas encore scénariste, mais je sentais bien en fait qu'il y avait quelque chose qui se passait, que je ne comprenais pas, qui dépassait, et que seule ma présence, l'alchimie entre ma présence, la caméra et les gens que je filmais qui rentraient en France, il se passait quelque chose, et que si moi je voulais ensuite écrire un scénario ou imaginer de telles scènes, il fallait que je fasse appel en fait à une forme d'inspiration qui dépassait juste ma partie logique et rationnelle. En 98, j'ai quitté la France, je suis parti travailler pour une université qui s'appelle ORT, et je suis allé donner des cours en Uruguay, alors j'ai été appelé aussi par la ville, ça s'appelait Montevideo, je me suis dit, c'est un appel de l'Uruguay et de la vidéo, donc j'ai travaillé comme formateur, et puis en continuant à développer des outils numériques, vous voyez, beaucoup dans la mécanique. Et puis en fait, en 98 aussi, je suis allé aux États-Unis pour présenter ce que moi je faisais comme travail mécanique. Et puis quelqu'un qui était numéro 2 de chez Apple, qui avait monté une boîte qui s'appelait Bee, qui voulait concurrencer Apple et puis les autres ordinateurs, Jean-Louis Gasset, un Français, m'a proposé en fait de développer le montage vidéo donc sur son système Bee. Ensuite, c'est Jérôme Canapa, donc aussi Fab, qui m'a demandé de venir à Paris pour créer les premiers stages de vidéo numérique. À l'époque, en fait, ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'on branchait des ordinateurs, on branchait des disques durs, et puis on avait des stagiaires pendant 6 semaines. Mécanique, écriture, tournage, montage. Et puis au bout de 6 semaines, on se disait, en fait, ça marchera un jour, mais pour l'instant, ça ne marche pas tout à fait. Donc c'était les débuts de la vidéo numérique en 98. Et puis j'ai été prof à l'INA, aux AIS c'est à Marseille, prof à l'ESRA qui était l'école où moi j'avais été formé, à la FEMIS, je suis parti en Suisse, donc j'ai eu toute une époque en fait de formation où je me suis occupé du centre Pompidou pour intégrer donc, les intégrations, de Canal+ pour l'arrivée du numérique, et j'ai fait un premier livre voilà, qui s'appelle La vidéo numérique dans les années 98 sur la partie purement mécanique. Et puis ensuite j'ai fait des livres qui étaient plutôt sur le métier, donc des livres en fait sur le montage, voilà, sur le tournage, le montage et sur l'écriture. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai commencé à travailler pour le ministère des Affaires étrangères, et on a commencé à m'envoyer au Congo, on m'a envoyé en Amérique du Sud, on m'a envoyé au Vietnam, pour aller former justement les équipes. Donc j'ai travaillé beaucoup avec l'Afrique, beaucoup avec l'Asie, beaucoup avec l'Amérique du Sud. Et vous allez voir en fait qu'il y a eu un déclic, c'est-à-dire qu'à un moment on m'a envoyé en Israël-Palestine pour aller former 30 chaînes de télévision et des réalisateurs palestiniens, puisque en fait c'était le moment où il y avait l'autorité palestinienne et qu'il fallait accompagner le développement de la culture palestinienne et de la démocratie palestinienne. Et pendant 5 ans, j'ai passé beaucoup de temps là-bas avec les réalisateurs, avec alors, partie mécanique et partie métier. Sur la partie écriture, tournage et montage. Et parce que je suis allé là-bas, un jour, le ministère des Affaires étrangères m'a appelé et m'a dit il y a quelqu'un à aller sauver, c'est une réalisatrice de cinéma qui s'appelle Nahed Awad, qui est en Palestine, qui habite à Bethléem,
qui est complètement encerclé par la guerre et qui n'arrive pas à terminer son film. Et donc le ministère des Affaires étrangères m'a envoyé là-bas. Et pendant 3 semaines, je suis allé faire pompier d'un film qui ne trouvait pas son écriture, son montage et puis sa licence. Et en fait, ça a été le début d'autre chose, d'une autre étape qui était, alors à l'époque, moi j'appelais ça pompier, mais je me suis aperçu en fait qu'il n'y avait pas que le pompier du film à sauver, il y avait aussi la réalisatrice qui déprimait, qui trouvait que ça n'avait pas de sens. Et moi j'ai vu qu'il y avait une cohérence entre le sujet du film, elle était encerclée par l'armée, il y avait la guerre, elle était dans un pays qui était très compliqué où c'était très compliqué de vivre, et elle filmait un film qui s'appelait, vous allez le voir, Calling Gaza, appelé Gaza, et qui était l'histoire d'une impasse et d'une impossibilité entre les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens de la Cisjordanie. Et ça m'a interrogé, en fait, qu'il y ait une résonance dans cette réalisatrice palestinienne entre elle, son histoire, son impasse à elle, et puis l'impasse de son film à sauver. Et ensuite, en revenant de ces 5 années, en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui était plutôt dans le domaine de la psychologie, quelqu'un qui était un grand ponte de la pédopsychiatrie, qui était Stanisław Tomkiewicz, qui a écrit le premier livre sur la résilience. En fait, ils sont 3. Vous avez Cyrulnik, vous avez Mancio et vous avez Tomkiewicz. Et là, j'ai eu un coup de foudre pour cet homme qui avait une cohérence entre ce qu'il disait, ce dont il parlait, c'est-à-dire la résilience des enfants, et puis son implication relationnelle. Et en 2007, moi, il s'est passé quelque chose, j'ai eu mon premier enfant, et je suis devenu papa, et en fait, ça a complètement bouleversé ma vie. Je n'ai plus pu être insulté dans les casques, je n'ai plus pu aller dans des espaces relationnels où il y avait de l'incohérence, où il y avait de la violence et de la maltraitance, et du coup, j'ai dit, je change complètement de métier, et je deviens psychothérapeute. Alors pourquoi psychothérapeute? Tout simplement parce que j'étais en thérapie à l'époque, et que en fait, ce qui se passait dans la thérapie, je me suis dit, en fait, ce cinéma-là qui sort de moi, j'ai envie en fait d'aller faire sortir le cinéma intime des gens. Et donc j'ai repris le chemin des écoles, et pendant 5 ans, j'ai appris un métier de gestalt thérapeute. Et à partir de ce moment-là, alors je vous passe en fait tout ce qui était mécanique, parce que j'ai continué pour manger un peu, je me suis rendu compte qu'il fallait que je continue à faire du consulting, notamment pour Sony. Donc je suis venu très souvent au Festival de Cannes pour faire la promotion des caméras de cinéma numérique comme à la Venice pour Sony. En 2011, je suis devenu formateur pour les exploitants de salles de cinéma. Donc Éclair a créé une entreprise qui s'appelait Éclair Digital Cinema. Je suis devenu le formateur des exploitants de salles de cinéma. Donc pendant plusieurs années, j'ai eu plein d'exploitants qui venaient à Paris pour se former au passage de l'argentique au numérique. Et c'est pareil, je me suis rendu compte que les gens venaient un peu comme au toilettage pour chiens, c'est-à-dire qu'ils n'avaient absolument pas envie de se faire transformer numériquement, qu'ils étaient attachés à l'argentique, à la pellicule, à l'odeur, au toucher, et qui venaient avec la laisse qui les traînait par la technologie, parce que les Américains avaient décrété qu'en 2011, ils ne livreraient plus de copies argentiques sur les blockbusters, qu'ils n'avaient livré que des copies numériques. Et donc je me suis bien rendu compte que dans ma formation, il fallait que j'intègre l'aspect psychologique, parce que j'avais 20 personnes qui étaient terrorisées et qui n'avaient surtout pas envie d'être là pour être transformées en numérique. Et donc il fallait trouver un chemin, faire du storytelling, pour les amener de leur peur, la partie, on va dire, psychanalytique, les amener dans une histoire, utiliser une histoire pour transformer cette peur en désir, traverser une expérience avec des films, notamment, donc j'ai utilisé des films, puis pour leur demander, voyez, quelle est votre expérience? Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que vous trouvez que c'est mieux? Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Et en fait, c'était gagné à partir du moment où en fait, il disait mon expérience, elle est meilleure, effectivement, maintenant, et je me sens rassuré. Et donc, il partait avec un outil, mais il partait surtout, en fait, avec moins de tension et peut-être moins besoin d'un psy pour le passage au numérique. Donc voilà, ça m'a permis de manger. En 2015, Larousse m'a demandé d'écrire une définition du cinéma numérique. Donc, c'était des nouveaux métiers. Donc, voilà, je me suis occupé de Plus belle la vie, je me suis occupé de beaucoup de fiction sur la partie technique. Et puis, donc voilà, ça c'est quelques-uns de mes livres. Donc j'ai écrit, en fait, j'étais un peu hyperactif, donc j'ai écrit une trentaine de livres sur le cinéma, soit sur la technique, soit sur le métier. Et puis est arrivé, en fait, je suis allé un peu vite, mais est arrivé en fait la partie psychologique. Je suis devenu éditeur,
et je suis devenu aussi auteur de livres sur la psychologie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était la partie des archétypes, c'est-à-dire comment le LSD et aujourd'hui les états de transe ou les états de rêve amènent à des structures anthropologiques, archétypales, qui peuvent nous aider à raconter des histoires. Et comment on y a accès? En fait, on a tout à l'intérieur, notamment par l'hypnose, notamment par la transe, notamment par la respiration. Et donc, Stanislas Grof, dans les années 60, quand le LSD est devenu illégal, est allé à Esalen, a rencontré Joseph Campbell, a rencontré Fritz Perls, a rencontré tous les mouvements de New Age, et en fait, ils ont développé une technique psychocorporelle basée sur la respiration, sur la musique et sur la lumière, pour développer une inspiration plus grande. Voilà. Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Sortir de l'impasse par le corps », et j'y inclus le cinéma, la danse et tout ce qui est artistique. Donc aujourd'hui, en fait, je propose quoi? Je propose en fait des outils de thérapie pour le cinéma. Alors, quels sont les outils en fait qu'on peut utiliser pour l'artistique, pour être psychanaliste? En fait, si on part du principe que le cabinet de psy, c'est un lieu dédié à la projection d'un paysage imaginaire, parce que quand on dit « ma mère me battait », ou « j'ai eu une enfance triste », vous voyez, ça reste quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire transformée, c'est-à-dire que nous sommes dans un imaginaire basé sur un vécu, mais qui va être travaillé par la mémoire au fil des années et qui va être modifié. Alors l'idée c'est, est-ce qu'on peut la modifier de manière consciente, et est-ce que le film, c'est pas un chemin sur la modification d'une impasse historique qui mène en fait vers autre chose, sortir du conditionnement. Donc l'idée, c'est alors de proposer en fait une espèce de grille en dehors de la psychanalyse qui pourrait être qu'est-ce qui s'exprime dans un film, le passé conditionné, un processus dynamique ou quelque chose qui va plus loin. Donc qu'est-ce que moi j'utilise comme grands outils ou comme grands courants? Alors, il y a bien sûr la fonction personnalité qui est symbolisée par Freud, mais qui n'est qu'une thérapie, on va dire, causale ou symptomatique, et qui parle du conditionnement, mais on va avoir d'autres outils qui sont des outils plus dynamiques qui nous permettent de transformer le scénario et puis son auteur. Alors notamment, il y a ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Je ne sais pas, il y a des gens qui connaissent l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle part du principe que quand nous interagissons avec le monde, nous interagissons soit à partir de notre enfant, soit à partir de notre adulte, soit à partir de notre parent. Donc si quelqu'un vient me voir en me disant « Jean-Charles, je te trouve très intéressant et tu m'as beaucoup touché », je peux le dire à partir de mon enfant en disant ah, je suis reconnu, merci beaucoup de m'aimer, papa ou maman. Si je le regarde à partir de mon adulte, je peux dire écoute, je te remercie, ça me touche aussi. Et puis, tiens, est-ce qu'on irait manger ensemble pour co-créer, discuter, échanger? Et si je le regarde à partir de mon parent, je peux lui dire attends, c'est pas le cadre, là, tout de suite. Va te rasseoir, il y aura un moment en fait pour les questions et les réponses et tu pourras partager ça. Je rationalise, je cadre. Et, voilà. Et je ne laisse pas en fait la partie sensorielle, émotionnelle. Voilà. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait on peut regarder ce qui se passe et puis on peut proposer justement d'aller explorer les tâches du parent ou les tâches de l'adulte et aller regarder ce qui se joue. On a Maslow aussi qui est très intéressant, notamment avec la pyramide de Maslow. Et on pourrait imaginer aussi, vous voyez, que le chemin du film ou le chemin du scénario, ben en fait, s'il monte, il gravit les échelons, ben en fait, il peut gravir un échelon physiologique, ensuite un besoin de sécurité, ensuite un besoin d'amour, un besoin ensuite d'estime de soi, des besoins cognitifs, la connaissance, savoir, des besoins esthétiques, le beau, l'équilibre, l'harmonie, d'aller ensuite vers la réalisation de soi, et puis tout en haut, un besoin de transcendance, mais qu'on peut aller tout en haut de la pyramide si en fait on a équilibré et on a nourri en fait les étages qui sont en dessous. Ça, c'est Maslow. Vous avez aussi Robert Dills qui a développé ce qu'il appelle des niveaux logiques, qui reprennent un petit peu Maslow et qui parlent de l'environnement, de notre comportement, comment notre environnement a sculpté notre personnalité, nos comportements, nos capacités. Alors les capacités, c'est notre potentiel. Dans un scénario, c'est le potentiel d'un héros, d'un protagoniste qui va se sentir soit enfermé, soit exclu, soit
qui va prendre le pouvoir, soit qui va s'ajuster avec la situation, qui va développer l'arc dramatique ou l'arc narratif. Et ces capacités, en fait, sont en lien avec ses croyances. Si quelqu'un a beaucoup de capacités ou qu'il a des croyances négatives basées sur son passé, ben en fait, le scénario ne va pas se développer dans une ouverture ou dans quelque chose qui va être satisfaisant. L'identité, tout en haut, pareil, toujours l'étage du spirituel. L'étage du spirituel qu'on retrouve notamment dans les grottes préhistoriques, qui est plutôt en fait des espaces chamaniques plutôt que rationnels. Alors ça, c'est très intéressant aussi, c'est un courant du développement personnel qui s'appelle l'énéagramme. Il y a des gens qui connaissent l'énéagramme? Non. Donc c'est un courant en fait qui va déterminer des archétypes de personnalité. C'est-à-dire 9 personnalités principales, le médiateur, le leader, l'épicurien, le loyaliste, l'observateur, le romantique, le battant, l'altruiste, le perfectionniste. Et en fait, on va avoir des liens entre différents archétypes, différentes personnalités, et on va regarder quel est le côté positif, le côté négatif de chaque personnage, dans quel archétype il se situe, et quelle est sa marge de progression avec ses compétences, ses qualités, et puis ses points faibles. Donc ça, c'est très intéressant aussi de regarder le personnage sous ces diagrammes, sans les bloquer, sans les figer. Rappelez-vous, ça pourrait être la vision seulement mécaniste, technicienne, il y a le métier, et puis après il y a la partie artistique, donc il faut se saisir de ça. Alors par exemple, pourquoi je vous montre ça? Parce que quand je suis parti en Palestine la première fois pour aller faire le pompier de ce film qui s'appelait Calling Gaza à Bethléem, elle avait 3 heures de film, c'était totalement indigeste, et moi je ne pouvais pas rentrer dans son film si je ne commençais pas en fait à structurer un petit peu toutes ces idées. Donc la première des choses qu'on a fait, c'est je me suis basé en fait sur ce type de canevas et sur le voyage du héros pour dire qu'est-ce qui fait partie en fait de l'impasse, qu'est-ce qui fait partie de la transformation comment le récit peut se frayer un chemin et quelle est en fait la fin du film. Et donc je me suis servi de ce canevas en fait pour l'aider à accoucher du film. Ça ne veut pas dire qu'on va se réduire à ça. Alors j'ai développé, vous voyez, des espèces de cartes à jouer ou des posters qui permettent en fait de se repérer à plusieurs endroits en fait du scénario. On va dire qu'en fait le héros ou le film part d'une impasse et puis il va se passer quelque chose. En mathématiques, on dirait qu'il va se passer une discontinuité. Vous avez un fameux mathématicien qui s'appelait René Thom qui a fait un livre magnifique qui parle vraiment de ce dont on est en train de parler. Le livre s'appelle La catastrophe, et pour René Thom, la discontinuité, ou les impondérables, ou le vivant qui s'exprime dans un film, en fait, ça s'appelle la catastrophe, et c'est une opportunité à la transformation et au changement. Donc, prison du passé, invitation à l'action, ou invitation au voyage du héros, et puis dépassement. Et puis alors, c'est intéressant parce que ça résonne beaucoup avec la psychologie transpersonnelle, puisque la psychologie transpersonnelle dit que le premier scénario de vie qu'on rencontre, ben en fait, tout est déjà là en termes de scénario. On n'a pas besoin en fait de l'allégorie de la caverne. Donc ça, c'est Stanislav Grof qui a développé ses archétypes là-dessus. Il appelle ça, lui, des matrices périnatales, c'est-à-dire ce qui se passe au moment de l'accouchement. Et il dit, le premier scénario que nous vivons dans notre chair et dans notre corps, c'est le scénario en fait du désir, de la conception et de la naissance. Et il a divisé ça en 4 actes. Acte 1, le paradis, la symbiose avec l'utérus maternel, l'endroit où en fait on est réunis avec le tout. Le paradis ensuite se transforme en enfer, c'est le moment des contractions. Alors c'est l'endroit aussi dans les archétypes, l'endroit du paradis perdu, hein, c'est le jardin d'Adam et Ève, l'Éden. Donc ici c'est l'enfer, c'est-à-dire ce qui était paradisiaque, ou ce qui était le monde ordinaire, confortable devient un monde infernal, sans espace, sans échappatoire. Et puis ensuite, en fonction de ce qui va se passer au niveau du fœtus et du futur bébé, eh bien en fait, l'impasse peut se transformer en ouverture du col, en traversée. Donc ça, l'acte 3, c'est la traversée. Et l'acte 4, c'est la libération. Le retour au village, mais transformé.
Et il appelle ça un cycle, chaque cycle d'histoire est un cycle de mort et de renaissance. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ça, ce sont des canevas psychologiques qui, si j'ai demandé à une graphiste de faire une image, alors c'est pas l'intelligence artificielle, mais c'est un vrai humain, qui m'a fait une image comme ça, avec un papillon, qui est contrôlé par la police et qui dit, il y a une chenille là qui dit c'est une vieille photo. Donc on pourrait imaginer, vous voyez, que les scénarios en général, la structure qui se cache derrière, peut s'appuyer sur une structure qui dit, ben voilà, exactement ça, comment je passe d'une vieille photo. Alors, des films peuvent s'attacher seulement à la vieille photo, et ruminer, ou tourner en rond, et c'est l'impasse. Des films peuvent proposer la traversée, l'épopée fantastique, ou la chevauchée fantastique, et des films peuvent s'intéresser en fait à ce qui se passe après, c'est-à-dire le nouveau monde, et puis le plus grand, l'inimaginable. Voilà. Donc maintenant, comment on fait, comment on utilise ça pour le cinéma? C'est assez clair, c'est-à-dire qu'on va poser en fait un cadre, c'est le premier acte en fait dans les films, mais souvent ce premier acte-là, c'est un échiquier impasse, c'est un échiquier fermé dans lequel, alors je suis un peu trop loin, dans lequel je vais avoir une situation qui peut être une situation fermée autour de mon histoire, mes pensées, ma blessure, quelque chose qui est enfermant, notamment parce que vous avez deux gardiens du temple. Alors ça, par exemple, si on regarde l'épopée de Gilgamesh, moins 3000 ans avant Jésus-Christ, qu'est-ce que c'est? C'est Sumer, avec un roi tyrannique qui oppresse son peuple. Alors donc on est Sumer, on a un roi tyrannique qui oppresse son peuple, et on va se demander en fait qu'est-ce qui va se passer. Il va y avoir une discontinuité qui va appeler en fait à la transformation et à une ouverture vers une autre situation. Si on ne va pas vers une autre situation, si on reste en fait dans cet endroit-là, et souvent les auteurs et les réalisateurs, ce sont des gens avec beaucoup de névrose. Je pense que si j'étais psychothérapeute dans le monde du cinéma, j'aurais beaucoup de boulot sur la place de Paris, mais j'ai décidé d'aller vivre à Uzès dans un bled où je n'ai aucun voisin à part des lapins, donc je n'ai pas accès en fait à la névrose des cinéastes, sauf quand il y a des tournages où je suis appelé. Mais on pourrait imaginer, vous voyez, qu'un cinéaste très névrosé, ben, en fait, il ne fait que peindre sa corne. C'est-à-dire, il fait son premier film, il fait son deuxième film, il fait son troisième film, et en fait, partout au milieu du film, il y a de la corne, il y a de la corne, il y a de la corne. Donc, l'idée, en fait, c'est de transcender cette problématique, vous voyez. Et j'ai repris, en fait, alors un de mes livres préférés, c'est les livres de Paul Klee et de Kandinsky, et notamment sur la théorie de l'art moderne. À des moments de clarté, il m'arrive de survoler l'évolution intérieure de mon propre moi. D'abord le moi affublé de grandes œillères, donc la fameuse corne que je vois partout, puisque c'est mon passé, puis la disparition des œillères et du moi, et maintenant, peu à peu, un moi sans œillères, et il rajoute un moi divin. Pourquoi divin? Parce qu'avec le plus grand potentiel possible, pour aller rejoindre, le plus grand, pour aller rejoindre la nation, le pays, ou le cosmos, ou la Voie lactée, vous voyez. Donc il y a une idée en fait de refaire du nous, et ça rejoint la Gestalt, c'est-à-dire comment nous allons faire du nous. Comment on fait du nous avec nous-mêmes? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je trouve que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je parle bien en public? Quand je viens présenter mon métier à Cannes, est-ce que je suis bien avec mon PowerPoint? Est-ce que je suis bien avec mon film? Est-ce que je suis bien avec mon public, avec mon équipe? Et est-ce que j'agrandis en fait cet espace, ou est-ce que je reste en fait enfermé, sclérosé? Voilà. Donc, du coup, en fait, on a un espèce de voyage comme ça qui part de la grotte originale qui est l'acte 1, qui va vers un acte 3, et puis il y a un voyage, et ce voyage-là. Alors j'ai repris les films du début, c'est-à-dire j'ai repris en fait le film 8,5 de Fellini, où le héros est tiraillé justement entre sa condition humaine sur Terre, et puis voilà, des envies d'être plus léger, de voler et de partir dans le ciel. Et puis c'est exactement en fait, il y a des films archétypiques qui reprennent exactement cette structure, c'est notamment The Truman Show, avec le dôme qui représente en fait un espace clos, l'utérus fermé, vous voyez, où il est enfermé dans cet endroit-là. Il y a le chemin, le voyage. Alors c'est aussi la perte des eaux, hein, c'est très archétypal. Il traverse une tempête et il traverse l'eau. Il arrive aux limites de son moi et de cet espace clos, et il décide en fait de se transformer, d'aller devant la porte
et puis de choisir de quitter ce monde et d'aller vers l'autre porte, alors que le gardien du seuil lui dit bien de ne pas sortir et de rester à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur c'est chaud et mouillé. Voilà, donc je vais vous parler maintenant en fait de ma relation avec les films, les vrais auteurs, les vrais réalisateurs. Donc voilà, je vous présente Naed. Donc voilà, Naed Awad, son film Gaza Calling, voilà, qui a remporté plusieurs prix à l'international. Maintenant, elle habite en Allemagne. Alors, elle, c'est pareil, vous voyez, c'est intéressant. Elle parle d'un film où elle est enfermée et qui s'appelle Gaza Calling. Son film parle d'une situation bloquée entre Gaza et la Cisjordanie avec Israël au milieu. Elle ne peut pas passer à cause des militaires. Je suis appelé pour l'aider pour développer son film. Elle-même est bloquée avec les M. Et tout au long de sa carrière, elle fait des films. Et qu'est-ce qui se passe? Elle sort de son enclos et elle habite maintenant à Berlin, en Allemagne. Elle fait d'autres films avec d'autres thématiques. Donc, son cinéma a changé, sa thématique a changé, ses scénarios ont changé, sa vie a changé. Et je vous montre voilà, la manière avec laquelle moi je travaille avec eux. C'est-à-dire que on a... Alors c'était André Stern qui est quelqu'un qui avait théorisé sur la base du livre de Un monde sans école, une société sans école de Illich, dans les années 60. Il avait imaginé une zone qui s'appelait, un espace qui s'appelait la zone du rien, c'est-à-dire pas d'agenda, pas d'objectif. On rentrait, il y avait des feutres, de la peinture, des photos, des caméras, des appareils photo, et en fait, l'idée c'était juste de créer sans agenda, sans objet, sans rien. Donc, quand les gens viennent travailler avec moi, en fait, on a une espèce d'espace du rien, où en fait, ils vont déjà mettre sur des grandes feuilles, vous voyez, tout ce qui est leur univers et ce à quoi ils vivent et ce qui les traverse. Ce qu'on appelle en psychologie, en Gestalt, un élan vivant, et pas vital. L'élan vital, c'est ce qui est sans individuation, sans forme, et qui me dépasse, qui vient de ma partie biologique, et qui va trouver un canal pour s'exprimer à travers mon histoire et ma personnalité. Et l'élan vital devient de l'élan vivant, personnifié par qui je suis. Et le film, c'est ça, c'est-à-dire de trouver un endroit d'expression. Et donc, en fait, elle va mettre ses idées un peu partout. Alors, par exemple, la Palestine, Israël, bloqué, vous voyez, ouvert, fermé, le cauchemar. Et elle va mettre toutes ses idées. Et on va essayer de construire avec elle, vous voyez, en structurant, voilà, des solutions. Et on va faire vivre quelque chose. Alors, ici, c'était plus Calling Gaza, c'est que 2 ans après, comme on avait réussi à sortir le film et que le film avait été parti dans les festivals et qu'elle avait reçu des prix, elle m'a dit ben maintenant j'ai envie de travailler au début du film. Donc elle est venue me voir 1 an avant le tournage de son prochain film, qui s'appelle Orthodox Intifada. Voilà. Et donc elle est venue avant le tournage du film à l'écriture. Donc j'ai eu le plaisir en fait de l'accompagner. Donc elle est venue 3 semaines chez moi travailler. On a fait de l'écriture. On a fait un travail sur elle, sur ses idées, mais surtout, on a fait un travail de transe. C'est-à-dire que, comme elle se sentait enfermée dans son histoire, je vais vous en reparler tout à l'heure, on a fait un petit travail pour agrandir son espace d'inspiration. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et ensuite, donc on a fait l'écriture avant, et je l'ai ensuite accompagnée avec elle. Donc 1 an après, elle a eu son budget pour partir, pour tourner. Et je suis parti avec elle, et j'ai fait du coaching pour qu'elle accouche de son film pendant qu'elle tournait le film et pendant qu'elle le montait. Donc j'ai accompagné la totalité de son film. Et donc, j'ai fait donc 2 films avec elle. Donc c'est du documentaire pour le cinéma. Une autre personne qui est venue me voir, c'est Cécile Plantin. Donc Cécile sortait d'une école d'audiovisuel et voulait faire un film et elle ne savait pas comment elle allait faire. Elle avait une idée, c'était d'aller en Inde et de travailler sur la parole des femmes et la maltraitance et la pression de la société sur les femmes. Et donc, elle a écrit un film qui s'appelle When the Women Speak, Listen. Et donc, elle est venue chez moi. Et en fait, on a travaillé à 2 endroits. On a travaillé sur sa posture à elle, parce que comment elle pouvait s'ajuster au monde en tant que réalisatrice. Elle arrivait sur un endroit de tournage avec des acteurs ou avec des intervenants. Et en fait, quand j'étais à côté d'elle, je voyais qu'elle se faisait complètement manipuler par ses acteurs, par ses intervenants.
et qu'elle perdait en fait le leadership de son film. Et du coup, c'était la personne qu'elle rencontrait qui prenait le contrôle de son film, et elle subissait complètement son film. Donc, on a travaillé sa posture, on a travaillé sa capacité à prendre en main son film, et du coup, quand elle est partie en Inde, elle m'a dit, ce que j'aimerais bien, c'est, j'ai aucune idée dans quel sens je vais aller, j'aimerais bien en fait avoir une vision un peu inspirée. Et ce que je lui ai proposé, je lui ai dit, ben, on va utiliser une technique de psychologie, qui est du rêve éveillé, ou un voyage en transe, et on va partir de New Delhi, on va partir avec tes protagonistes, et puis on va voir ce qui se passe. Et donc on a utilisé une des techniques de Stan Grof, qui s'appelle, alors ça a plusieurs noms, vous pouvez appeler ça le rêve éveillé, vous pouvez appeler ça le rebirth, ou le reversing, ou la respiration holotropique. Ce sont des techniques inspirées en fait, notamment de l'Orient, et des techniques orientales ancestrales sur l'hyperventilation, et sur des musiques avec différentes structures qui correspondent en fait aux mêmes archétypes que le voyage du héros ou que la naissance. Et donc Cécile a fait un voyage, donc ça se passe les yeux fermés dans une salle sombre, avec de l'hyperventilation et avec de la musique forte. Puis quand ça s'arrête, elle ouvre les yeux, elle a rencontré une histoire, qui n'est pas forcément sa future histoire, mais elle a rencontré une histoire. Et alors, son expérience, c'est qu'en fait, elle est arrivée à New Delhi, mais elle est arrivée en volant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas arrivée en avion, elle est arrivée en volant. Et elle est passée au-dessus d'un bidonville, elle est descendue au-dessus du bidonville, dans son rêve, dans son rêve éveillé. Et puis elle est arrivée, puis elle a rencontré plein de personnages. Et elle est venue frôler les mains, comme ça, de tous ces personnages. Et elle est arrivée dans un espèce de temple, où elle s'est révélée, où elle s'est ouverte à ce qui se passait. Puis elle s'est mise à écrire et elle a développé en fait son inspiration à partir de ça. Elle est partie en Inde et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que dans les premiers jours où elle est arrivée en Inde, elle avait très peu de contacts, elle avait écrit une structure, on va dire, assez simple, et elle a fait la connaissance de personnages internationaux. Elle a rencontré Eve Ensler, qui avait écrit les monologues du vagin, notamment, une pièce qui tourne à l'international. Et puis donc sur les femmes, sur le droit des femmes et sur la place des femmes dans la société indienne. Elle a rencontré Mandava Shiva, qui est une personne très importante qui parle de la semence des femmes, de la relation au féminin et à la graine et à la nourriture, qui était liée notamment au courant de Pierre Rabhi. Enfin, et elle a développé en fait tout son film en ayant des synchronicités, des ouvertures, en ayant l'assurance et la sécurité d'avoir touché en fait son sujet. Et un troisième et dernier personnage parmi ceux que j'ai accompagnés, qui est Jean-Louis Crudener, qui est un artiste, peintre, cinéaste, réalisateur, qui est venu me voir parce que lui, il travaille pour la télévision avec des marionnettes et il fait des scénettes avec des sangliers. Et ça s'appelle des gros groins. Donc on a travaillé sur la structure de ces histoires. Et puis lui, pareil, il m'a dit, mais moi j'aimerais bien ouvrir un peu, je me sens sclérosé, je me sens enfermé. Mes sketchs ressemblent aux mêmes sketchs, tout ce que j'écris se ressemble, j'aimerais bien ouvrir. Donc je lui ai dit, ben, en fait, est-ce que tu voudrais avoir une espèce de guide, une inspiration durant ton voyage? Et donc il m'a demandé à voyager avec Jim Henson, qui était le créateur du Muppet Show. Et donc on a fait un rêve éveillé, donc une pièce sombre, de l'hyperventilation, de la musique forte, le voyage, et puis quand il enlève, c'est des bandeaux Air France, vous voyez, pour être dans son voyage intérieur, dans son rêve intérieur, quand il enlève le bandeau, il me dit, c'était génial, parce que je me suis retrouvé dans mon plateau, là où je fais mes films, et puis la porte s'est ouverte, Jim Henson est arrivé, il m'a dit que j'étais trop rigide, que je n'étais pas assez ouvert, que je n'étais pas assez détendu, qu'il fallait que je laisse plus de place en fait aux vivants, et il m'a dit, il m'a fait un cadeau ultime, il m'a donné sa caméra de cinéma. Et il m'a dit, je te donne ma caméra, tu vas pouvoir créer avec ça. Et il est reparti en fait en ayant rencontré dans son imaginaire, dans sa fiction, Jim Henson, qui était un peu son héros, son guide. Et en fait, il a développé sa série en fiction avec ses marionnettes, qui s'appelle Les Gros Groins, à partir en fait de cette expérience, on va dire, d'inspiration ajoutée. Donc voilà en fait les trois personnages en fait que je voulais vous faire rencontrer. Et puis, une petite conclusion, en fait, par rapport à ce métier que je fais aujourd'hui avec un grand plaisir, parce que ça réunit, justement, vous voyez, on parlait tout à l'heure de déliance ou de reliance, ça me permet, moi, de relier, en fait, mes deux métiers.
c'est-à-dire ma partie mécanicien, ma partie métier et ma partie psychothérapeute sur le chemin en fait de la révélation de l'œuvre. Donc vous voyez, je me suis approprié un peu les outils, et puis dans les canevas que je propose aux gens qui viennent à travailler avec moi, quand ils sont un peu perdus, je leur propose justement un cycle. Alors je me suis basé en fait sur aussi un autre archétype, qui est l'archétype de Pinocchio, qui est enfermé, vous voyez, soit par des liens familiaux, soit qui se retrouve emprisonné par, je sais pas, ses désirs ou sa fuite, et puis qui va rencontrer l'impasse, et qui à un moment va se mettre en chemin, c'est l'appel du héros, va aller se confronter à l'utérus féminin, la baleine, et puis au père, mettre le feu à tout ça, et puis se trouver transformé et terminer le cycle. Voilà. Donc voilà, moi j'ai des feuilles comme ça, vous voyez, les étapes de la rencontre de la transformation, qui permettent non pas de construire, mais de s'appuyer pour pouvoir développer plus grand. On peut appeler ça cinéaste. L'idée, c'est de reconnaître chez l'auteur, dans l'équipe et puis dans le scénario, les marques du passé, de regarder en fait dans les trames du scénario tout ce qui est l'anticipation d'un pire futur, l'anticipation d'un meilleur futur, un potentiel non exprimé, mais qui ne peut se développer non pas par la partie cérébrale, mais par la partie sensorielle, émotionnelle et par le plus grand, que moi je donne l'inspiration en utilisant des outils notamment de psychologie et puis de trans pour ouvrir à plus grand, et puis la connexion à du plus vaste. Voilà. Et ce que je pourrais vous proposer, donc j'ai repris une citation qui m'intéressait notamment, Truffaut dit la vie a beaucoup plus d'imagination que nous, c'est comment moi je peux faire dans l'accompagnement des projets de fiction, comment je peux faire pour mixer l'intention artistique, l'histoire de l'auteur, son film, les impasses, l'impasse du scénario, l'impasse de l'auteur, et puis ouvrir à la vie qui va nous offrir un peu plus d'imagination. Il faut mettre du vivant, il faut mettre des impondérables, il faut mettre des choses qui ne sont pas cérébrées, qui ne sont pas contrôlées. Super. Alors ce que je vous propose, c'est une petite expérience personnelle, parce que j'ai fait beaucoup de blabla, mais je ne vous ai pas mis dans votre corps et je ne vous ai pas mis dans votre expérience. Et je vous propose juste quelques minutes d'un voyage comme les gens, les auteurs qui viennent me voir et qui viennent ouvrir leur inspiration et travailler leur inspiration. Vous vous installez confortablement et puis vous pouvez fermer les yeux